avec l'émission Araka du mardi 22 septembre 2020, qui va être consacrée pour sa partie artistique à une bande de furieuses graveuses. Il s'agit de Alice Amoroso et de Agnès Dubar qui étaient là, mais pour accompagner peut-être Alice, parce qu'elles ont fait un travail commun. Enfin, le gros des expos, c'était le travail d'Alice Amoroso, une toute petite nana, toute jeune, elle n'a pas 30 ans. Ah non, mais elle n'a pas 20 ans, elle a 19 ans. Hein. Elle a 19 ans. Alice Amoroso, elle a 19 ans. Elle a 19 ans, on l'a connue, nous on en avait 16. Bon, c'était au marché, c'était à Saint-Sulpice. Voilà, vous savez qu'il y a une exposition tous les ans de gravures, des graveurs qui viennent exposer là. On ira d'ailleurs à la prochaine. Et cette très très jeune fille, une enfant, pour ainsi dire, eh bien, elle travaille comme une vieille pro. Enfin, elle fait de la gravure sur lino, mais elle fait aussi de la gravure sur cuivre. Il faut voir, c'est hallucinant. Enfin, moi, je tiens pas le choc pendant 10 minutes à regarder ou à confronter mon savoir avec le leur. C'est des nanas, elles vous débordent de tous les côtés. Hein, bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais ma camarade Piquekou, qui est toujours à la pointe des choses comme ça, elle se trouve là dans une symbiose parfaite avec ces petites nanas. Ouais, ben Alice, c'est vrai, sinon on l'a rencontrée l'année dernière, elle préparait l'entrée aux Arts Déco, donc elle est en première année de l'ENSA, dans l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et effectivement, elle a déjà une maturité d'artiste accompli. C'est incroyable, tant par son travail que par sa réflexion. Et même en discutant un peu avec elle, comme tu l'as fait, sa réflexion sur ce qu'elle apprend aux arts déco, en fait, tout le regard critique qu'elle peut avoir sur cette formation qui semble mettre en concurrence les gens les uns avec les autres, qui n'est pas du tout dans un travail coopératif comme elle le souhaite et comme elle le pratique au Lilas, à la galerie des estampes, là, la maison de l'estampe des Lilas, où là effectivement il y a un travail de groupe. Alors Alice, on l'avait remarqué parce qu'elle, déjà aux journées de l'estampe, elle nous avait montré un travail sur les migrants. Elle avait croqué, je crois que c'était pour passer son concours aux Arts Déco, elle avait croqué les migrants qui étaient porte de la Chapelle, là, qui étaient sous le métro. Et en fait, elle a continué donc son investissement. Effectivement, elle a investi dans l'accueil des migrants, dans le mieux vivre des migrants. Et donc elle traduit ça effectivement avec ses gouges, avec ses burins, et c'est un travail qui est impressionnant. Son travail sur lino, et souvent là dans ce qu'elle nous propose, donc c'est une exposition qui s'appelle Le Combat des âmes, qui est au Studio Lot à Moret-sur-Loing, et ces migrants, ces sans-papiers, qui sont les uns sur les autres, tous ces corps enchevêtrés. Souvent, il y en a qui sont en bicolore, en rouge et en noir. Il y a 2 plaques d'ailleurs, je crois qu'elle explique qu'il y a 2 plaques. Et ah oui, forcément. Cet engagement et cette puissance, ce qu'on sent, c'est vraiment la puissance de son travail et de ce qu'elle traduit dans son trait, quoi. Alors que c'est une vraie tringle à rideau. Elle doit peser 40 kilos tout habillée, mais une énergie. C'est ça moi qui m'écrase un peu, c'est que c'est l'énergie qu'elles dégagent, ces nanas, quoi. Voilà, dans leur travail, et même quand on parle avec elles, moi je perds vite le fil de la conversation parce que ça va trop vite pour moi. Non, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Il y a toute une réflexion aussi intellectuelle sur le travail. Et alors, dans cette exposition, donc il y a donc effectivement des plaques de lino et des eaux fortes aussi. Et donc il y a toute une série. Il y a les condamnés, il y a l'effroi, il y a On travaille ensemble, il y a À la mine. Donc il y a toute cette exposition. Et il y a un livre d'artiste, et malheureusement j'ai pas osé l'ouvrir. C'est en allant voir sur son compte Instagram après que j'ai vraiment regretté, j'ai pas osé. C'est un livre petit format qui coûte 350 €. Il y avait des gants, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas osé l'ouvrir. Et donc c'est un travail sur les femmes palestiniennes et israéliennes. Donc elle a mis des textes, je crois, de Mahmoud Darwish et de Yehuda Amichai. Et donc c'est un peu toute l'histoire de ces femmes pour la paix. Donc elle explique que
Ce projet est composé de 2 étapes autonomes mais indissociables. Je reprends ce qu'elle explique. Proposant chacune une vision du conflit israélo-palestinien. Donc elle fait d'abord 2 gravures grand format qui vont rassembler des Israéliennes et des Palestiniennes qui sont dans une même foule compacte. Et elles sont unies par la douleur et cet espoir d'une paix. Et en fait, lorsque les 2 gravures qui sont imprimées en recto verso sont repliées selon un schéma d'imposition d'un livre de 16 pages, ces mêmes femmes se révèlent être divisées en 2 camps, les Palestiniennes d'un côté, les Israéliennes de l'autre, et qu'il y a une palissade qui traverse donc les 8e et 9e pages. Donc les gravures dans le format du livre sont accompagnés par des courts textes qui sont typographés au plomb, donc l'un qui est palestinien, l'autre israélien, et qui défendent la paix, mais sans réussir à effacer la violence de la guerre, quoi. Et il y a une reliure qui enveloppe le tout par 2 linogravures en première et 4e de couverture. Donc elles instaurent un face-à-face entre 2 Palestiniennes et 2 Israéliennes qui sont séparées par le dos noir du livre, tel un mur. Donc c'est vraiment un superbe ouvrage abouti. Et je regrette sincèrement de pas l'avoir ouvert. Moi non plus, je l'ai pas ouvert parce que les gants étaient trop petits. Bon, mais pas luche, mais bon. C'est vrai que en tout cas, pour moi, le lieu est vraiment extrêmement sympathique. C'est pas la question. Je critique absolument pas le galériste qui vraiment se démène pour exposer ses œuvres. Voilà. Je pense pas qu'il y a beaucoup de galéristes qui prennent ça autant à cœur que cet homme, que je sais pas comment il s'appelle. Alors cet homme s'appelle Harold Giroux. Ouais, Harold Giroux, c'est un Parigot. Il s'est installé là il y a 4 ans. C'est quand même un trou du cul du monde. Maurice-sur-Loing, c'est quand même pas le. Avec un passé artistique quand même. Oui, avec un passé artistique, mais le passé, c'est de plus en plus. Voilà, c'est de moins en moins commenté, étudié, et pas présent forcément dans la tête des gens. Voilà. Il faut vraiment beaucoup de courage pour partir dans un coin comme ça et ouvrir une petite galerie et surtout inviter des jeunes pointures comme Alice et comme Agnès. Agnès, voilà. Alors, je suis assez étonné, enfin, mais content aussi. Parce que bon. C'était vraiment c'est une belle rencontre, effectivement. Alors, ce lieu s'appelle le Studiolo. Alors, Harold nous expliquait qu'il aime beaucoup la peinture italienne et que le Studiolo italien, justement, était un cabinet de curiosité qui est né à la Renaissance en Italie. Donc, on a plusieurs exemples de ce genre de cabinet privé ou intime qui ont existé dans l'histoire et qui pouvaient être publics, donc ouverts à tous, ou privés, justement, ouverts aux invités et aux proches, ou intimes réservés aux destinataires seuls. Donc les plus nombreux justement sont les souverains à avoir fait décorer leur cabinet par les meilleurs artistes de leur temps, donc comme un lieu de travail, d'études, de lecture, de méditation, de contemplation d'œuvres d'art. Donc le Studiolo serait l'ancêtre de nos musées, de nos galeries. Et donc c'est ainsi qu'il a nommé cet espace. Il a acheté cette petite maison qui est pas très large de façade, mais qui est adorable, qui est vraiment, je sais pas quelle époque, mais il y a des colombages. Enfin c'est une maison typique. Et donc au fond d'une petite cour, il y a effectivement cet espace. Et lui nous a dit que quand il a vu cet espace-là, il a tout de suite pensé à en faire un espace de galerie. Donc il se raconte un peu en disant qu'il a travaillé avant dans une revue littéraire, qu'il a fait du graphisme, de la photo, qu'il connaît donc un petit peu le milieu artistique, et que cette idée de Studiolo, c'était justement de retravailler avec des personnes qu'il avait pu côtoyer et de soutenir donc de jeunes artistes comme il soutient Alice et Agnès. Et Agnès nous en a parlé de lui avec vraiment beaucoup d'admiration, en disant qu'on retrouvait quand même vraiment les mécènes, donc quelqu'un qui achète de l'art et qui se gaffe pas sur le dos des artistes, justement, qui leur propose un lieu. Donc c'est un lieu qui ouvre tous les 15 jours, ce qui lui permet pendant le temps libre justement de continuer à rechercher, à se ressourcer ailleurs, quoi. Non, c'était vraiment une belle découverte et ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, aussi bien des artistes jeunes, engagés, puissantes, que des gens qui savent les accueillir dans le respect de leur travail et dans l'amour de l'art, quoi. Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Il faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient 100 autour de ma maison.
Au mur, il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair, et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors on entendait hurler maman. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclos la fleur d'un géranium, dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus, et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets. La mort faisait ripaille jusque dans nos jardins, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot. La petite Kurde, interprétée par Pierre Perret, magnifique chanson qu'il faudrait passer un peu plus sur les grandes radios. On passe beaucoup Lily, mais c'est vraiment dommage que cette chanson soit pas plus médiatisée, quoi. Oui, et puis de toute façon, je me demande où sont passés il devait passer combien de musique française sur les radios? Enfin, plus de la moitié des musiques françaises sur les radios, ou les télévisions, vous pouvez toujours chercher. C'est que de la musique américaine, des espèces de zozo, qui, même s'ils sont français, ils chantent en anglais, on se demande pourquoi. C'est rare qu'on voit des chanteurs à texte, intéressants, et pourtant il y en a. Alors là, je vais faire je vais lire un passage de l'Enfer de Dante. En fait, c'est en lisant un article. Alors Alice Amoroso a déjà eu un article dans la revue des Arts et Métiers du livre. Elle a une demi-page et elle se raconte en disant justement que dans la quête d'un nouveau sens sous une lumière athée, j'ai voulu questionner d'abord l'enfer, ou plutôt le décalage entre deux enfers. D'une part, un enfer fantasmé du Moyen-Âge, décrit comme une punition divine douloureuse mais méritée, et d'autre part l'enfer du travail à la mine, aussi terrible qu'omniprésent. Voilà, donc ça m'a donné envie de fouiller un petit peu et je suis allée chercher Dante. Voilà, j'ai eu envie de lire un passage Dante, c'est le chant 3e. Donc le chant 3e, on arrive à la porte de l'enfer, on sait que voilà ce qu'on peut lire, arriver à la porte de l'enfer. Par moi l'on va dans la cité des pleurs, par moi l'on va dans la douleur éternelle, par moi l'on va chez la race damnée. La justice a conduit mon souverain créateur, je suis l'œuvre de la divine puissance, de la suprême sagesse et du premier amour. Avant moi rien ne fut créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement, laissez toute espérance, ô vous qui entrez. Je vis ces paroles écrites en caractères sombres sur le haut d'une porte, et je m'écriais « Maître, que leur sens me paraît dur !» Et lui, comme un sage qu'il était, « Ici, me dit-il, il faut laisser toute crainte, il faut que toute faiblesse ici soit morte. Nous sommes venus au lieu où je t'ai dit que tu verrais les âmes malheureuses qui ont perdu le bien de l'intelligence. » Puis posant sa main sur la mienne d'un visage riant qui me rendit mon courage, il m'introduisit dans ces sombres mystères. Là, des soupirs, des pleurs, des cris perçants retentissaient dans cet air sans étoiles. C'est pourquoi d'abord je me mis à pleurer.
des langages divers, d'horribles discours, des paroles de douleur, des accents de colère, des voix hautes et rauques et des froissements de mains qui se choquaient entre elles, formaient comme un tumulte qui tournoie sans cesse dans cet air éternellement ténébreux, comme le sable quand il est roulé par un tourbillon. Et moi qui avais le front pris de vertige, « Maître, dis-je, qu'est-ce que j'entends? Quelle est cette foule qui paraît si accablée par la douleur ?» Et lui, ce misérable sort est celui des tristes âmes de tous ceux qui vécurent sans blâme et sans louange. Elles sont mêlées à ce mauvais cœur des anges qui ne furent ni fidèles ni rebelles à Dieu, mais qui furent pour eux-mêmes. Cela le ciel les a chassés parce qu'il terminait sa beauté, et l'enfer profond parce qu'il ternirait sa beauté, et l'enfer profond les repousse parce que les coupables tireraient quelque gloire de leur présence. Et moi, Maître, quel est le tourment qui les accable et qui les fait pleurer si fort? Il me répondit, je te le dirai brièvement, ils n'ont pas l'espérance de mourir, et leur vie obscure est si basse qu'ils sont jaloux de tout autre sort. Le monde n'a pas gardé leurs souvenirs, la miséricorde et la justice les dédaignent, ne parlons pas d'eux, mais regarde et passe. Et comme je regardais, je vis une bannière qui courait en tournoyant avec une telle rapidité qu'elle semblait ne devoir prendre aucun repos. Et derrière elle se pressait une si longue suite de gens que je n'aurais jamais cru que la mort en eût tant détruit. Avant que j'en eusse reconnu quelques-uns, je regardais, je vis l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand refus. Aussitôt je compris, et je fus certain que j'avais devant moi la secte des misérables qui déplaisent à Dieu et à ses ennemis. Ces malheureux qui ne furent jamais vivants, étaient nus et criblés de piqûres par les temps et par les guêpes qui étaient en ce lieu, et faisaient ruisseler leurs joues de sang, lequel, mêlé de larmes, était bu à leurs pieds par des vers affreux. Et comme je portais mes regards plus avant, je vis une autre foule au bord d'un grand fleuve, et je dis « Maître, apprends-moi quelles sont ces âmes, et par quelle loi elles semblent avoir une si grande hâte de passer, autant que je peux le voir à cette faible lueur. » Et lui « Les choses te seront expliquées quand nous nous arrêterons nos pas sur la rivière triste d'Achéron. » Alors, les yeux honteux et baissés, craignant que mes paroles ne lui fussent importunes, je m'abstins de parler jusqu'au fleuve. Ils reprendront les chemins de la guerre, avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie, imposeront paradoxes stupides d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices à l'effigie d'encore d'autres idoles, rebrûleront des livres des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse du son des sons qui ont toujours raison, attacheront les femmes à des laisses à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de cous de gens d'autres couleurs, exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas, accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées, puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fratricide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des
des jets d'acide. Ils se reméfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, pendront des couleurs pour les enfermer sur des drapeaux, et ils s'enfonceront dans l'ignorance. Et la fière d'eux, ils s'entretueront, nous débarrasserons de leur présence, ces pauvres cons. Puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi, je garderai ma haine. Pas ma haine, les ogres de Barbac. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille, qui va bientôt se terminer, enfin sur le sujet principal, qui est le travail de deux artistes graveuses, particulièrement une, Alice Amoroso, et qui est exposée donc à Moret, à la galerie du Studiolo, dont on vous a parlé précédemment. Et ma camarade Piquécou va vous parler donc d'un sujet traité par Agnès et Alice, la politique apocalyptique. un politique apocalyptique. Ouais, c'est un projet à 4 mains. Voilà, donc c'est une grande gravure à 1,20 m sur 80 cm où on va retrouver le travail d'Alice et le travail d'Agnès. Et c'est une réflexion sur les tourments de l'homme. D'ailleurs, c'est le nom qui avait été donné au départ à cette gravure, les tourments de l'homme. Donc, il y a trois étapes. Donc, il y a une plaque. Chacune des 3 plaques va raconter une histoire sur la souffrance humaine et met en scène donc des corps abîmés, en torsion, des corps en mouvement. On est toujours dans l'enfer dedans. On est toujours là-dedans. Alors, il y a la répétition. Alors, Agnès Dubart a fait la partie centrale, qui est un arbre. Et elle a été inspirée en fait par un poème de Ludovic de Groot qui avait écrit des poèmes sur une descente de croix de Rubens. C'est le tableau que Ludovic de Groot préfère à Lille. Donc il y avait eu 14 morceaux qui avaient été faits sur cette descente de croix, et donc Agnès en avait fait un morceau, quoi. Donc on voit dans cette partie, alors on remarque bien le travail différent des deux graveuses. Le travail d'Agnès est beaucoup plus léger. Aéré, oui. Les personnages sont plus fins, mais on les voit bien quand même torturés, en mouvement, en train de tomber. On voit des échelles, on voit des serpents. Tandis qu'elle, Alice, a fait donc la plaque du bas. Elle réinterprète un bas-relief qui est conservé au musée du Louvre. Et là, c'est le corps d'Hector qui est ramené à Troie auprès de Priam. Donc, elle témoigne des violences qui sont faites donc à ces peuples et ces minorités, que souvent on ignore le sort. Et elle a fait donc la partie, la demi-lune qui est en haut, c'est en eau-forte et aquatinte. Et là, c'est des soldats qui sont souvent nus, qui ont un casque, et en fait qui sont un peu coincés dans cette demi-lune, comme s'il y avait une aliénation qui ne pouvait pas sortir du cadre. Donc elle explique qu'en fait, ces soldats sont un peu une variante d'un même visage, d'un même corps, et que même s'ils ont un casque, on peut aussi l'interpréter, elle dit, comme un bonnet phrygien qui serait le signe d'une libération à venir, des bras tendus et des pieds levés. Voilà, c'est un travail assez spectaculaire. Et d'ailleurs, la plaque est exposée aussi sur la droite de cette gravure. Il y a aussi un travail donc qui est intéressant aussi, qu'a fait Alice Amoroso, qui est juste à l'entrée, qui est un polyptyque sur les violences policières entre la frontière turque. Et c'est un travail énorme puisque ça regroupe 30 plaques de gravure. Tu as un petit peu discuté avec elle sur ce travail. Sur le fait surtout que elle est donc aux Arts Déco, mais elle y va quasiment clandestinement parce qu'ils ont une machine à découper le cuivre qui peut faire des découpes très précises, etc. Et que pour ça, c'est quand même invraisemblable. Une école publique, et ses étudiants peuvent même pas travailler comme ils le veulent dans cette école publique, utiliser son matériel. Alors elle y va souvent quand c'est fermé, etc., etc. Parce que c'est un travail quand même assez complexe. C'est 30 plaques qui sont assemblées pour une impression, pour une épreuve, voilà. C'est une matrice magnifique. Simplement, c'est un travail
presque d'orfèvrerie, vous voyez, c'est vraiment, faut voir. Et elle m'expliquait que parfois elle doit travailler elle-même à la main avec une scie à métaux, voilà, quand elle peut pas obtenir l'autorisation de se servir de cette machine magique qu'il y a aux Arts Déco. Enfin, tout ça, elle a réussi quand même à venir à bout de ce travail vraiment immense. Faut voir le boulot. C'est parce que chaque plaque a une forme différente. Il y a des ovales, des ronds, voilà, des ogives romanes. Et puis plein de petites gravures qui sont qui font une espèce de guirlande tout autour de cette immense plaque. C'est quand même quelque chose de... J'ai jamais vu un travail semblable, enfin, dans ses dimensions et dans sa complexité. Et c'est une gamine, je répète, une gamine qui n'a pas 20 ans. Elle est une gamine, comme tu dis, prometteuse. C'est pour ça que le mot gamine n'est vraiment pas approprié. Parce que, oui, non, c'est vrai, mais j'aime bien, au contraire, mettre côte à côte gamine et puis en fait une grande professionnelle. Voilà, une grande professionnelle de moins de 20 ans, ça fait curieux. Ça fait penser un peu à Rimbaud aussi, ça fait un peu peur parce que bon, les jeunes, très jeunes artistes qui ont une telle maturité si tôt, oui, parce qu'ils sont jeunes, et ben ça fout un peu la mais elle a bien la tête sur les épaules. Hein. Oui, mais non, mais je suis sûr que Rimbaud avait la tête sur les épaules aussi à cet âge-là, mais bon, voilà. Alors c'est vrai que dans cette œuvre, il y a un liseré en bas. Alors là, c'est principalement des chaussures, les chaussures de tous ces migrants. Après, il y a des visages sur la droite et sur la gauche. Et puis au centre, on voit ces gens qui fuient, qui ont soif, qui sont maltraités par les forces de l'ordre. On voit la police casquée avec ses matraques. On voit ces gens entassés les uns sur les autres. Voilà, c'est un travail fabuleux. Il faut vraiment... Moret-sur-Loing, c'est à 40 minutes en train depuis la gare de Lyon. Après, il y a 1 kilomètre en marchant depuis la gare. Il faut vraiment aller voir cette exposition et s'en imprégner. Oui, pensez à nous. Nous, on s'est arrêté à... on a fait Thomery, on a fait un détour par la forêt. Thomery, et puis on est allé à Pince jusqu'à Moret. Voilà, voyez-vous, on l'a mérité notre expo. Ouais, donc vous pouvez faire ça pour voir, si vous voulez, un travail aussi énorme sur un sujet dont tout le monde se fout, parce que qui s'occupe des migrants? Personne. Ça ne vous empêche pas de dormir, ni vous ni nous. Ça ne nous empêche pas de manger à notre faim, on risque pas de se noyer en traversant la Méditerranée, mais voilà. Mais cette toute jeune fille, cette enfant presque encore, elle, c'est une préoccupation, parce que quand on l'a découverte à Saint-Sulpice, elle était déjà sur le coup. Voilà. Ah ouais. Et donc cette exposition, c'est tous les week-ends. C'est un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 15h à 19h. Donc c'est ce prochain week-end, c'est 3 et 4 octobre, 17 et 18 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2020. Donc vraiment à ne pas louper. En plus, effectivement, ça peut être l'occasion de faire une marche dans la forêt de Fontainebleau, ça peut être l'occasion de s'arrêter à Moret. Après, il y a les bords de Loing, les bords de Seine. Il y a une grande place où on peut boire une bière, sympa. Ils faisaient même de la blanquette. Enfin bon, voilà, ça c'est pour les gourmands. Et puis rencontrer ce galeriste qui mérite vraiment qu'on aille le saluer. Tout à fait, oui, parce qu'il est vraiment ouvert. Voilà, il ne vous regarde pas de haut. Enfin, il ne pourrait pas vraiment vous regarder de haut, à moins que vous soyez un nain, mais je veux dire, non, il est quand même assez atypique des galéristes, parce que nous, on en a côtoyé pas mal. Ils sont rares, ceux avec qui on peut parler presque d'égal à égal, quoi, voilà. D'apprendre des choses sans payer. Ouais. Et du coup, c'était pour nous coup de chance, l'occasion de rencontrer Agnès, qui donc partage sa participation à cette œuvre commune, était là. C'était une bonne surprise. Agnès, on lui avait consacré il y a très très longtemps une émission quand elle était encore à Lille. Et on avait vraiment été enthousiasmés par son travail. Et alors son travail a évolué, mais on continue d'être vraiment attentif à ce qu'elle fait et de la suivre. Oui. Et alors, un scoop, si vous aimez les scoops, on en a quelques-uns, on vous les donne pas tous, parce qu'on est quand même assez avare. Mais
elle va probablement se tirer d'Ariège, ce trou du cul du monde pourri, hein, où elle est là depuis 3 ans, et il y a qu'un pébourg qui habite à côté de son atelier qui est pas méchant avec elle. Vous voyez, un trou du cul du monde, mais enfin quand même, Et elle va peut-être émigrer dans le sud de la Bretagne, du côté de Quimper. Elle sera plus près, on pourra aller la voir peut-être. Ouais, donc affaire à suivre. Et, vraiment, merci Alice et Agnès de toutes ces émotions et de votre travail, quoi. Oui, merci d'exister, parce que franchement, avoir la possibilité de regarder leurs œuvres et de parler avec elles de leurs œuvres, de leur vie, etc., c'est quand même quelque chose d'inouï. On ne se rend pas vraiment compte quand on est chez soi, là, en train d'écouter nos blabla, mais vraiment, c'est quelque chose d'étonnant, voilà, et de rare, parce que des jeunes filles comme ça, des jeunes artistes, parce qu'on n'insistera jamais assez sur le fait que ce sont des très jeunes artistes, mais qui ont déjà une maturité professionnelle inouïe. Des vieux birbes de 80 ballets, voilà, ils pourraient prendre des leçons avec elles. Voyez-vous ? Alors Alice sera présente justement pour représenter l'estampe des Lilas. Elle sera présente à Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice, alors voilà. Alors pour les parigots tête de veau, hein, vous avez Saint-Sulpice. Alors là, c'est quand même pas un Moret, c'est déjà le paradis, mais Saint-Sulpice, c'est le paradis à côté. Là. Ah bon. Voilà, 5 et 6 octobre. Hein, nous ouais. Tu erres le long des quais, le long des villes de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao. Vers mon histoire, toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, mais tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao. Vers mon histoire. Hey, 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 mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, oh mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon
Ciao de Clémence Savelli. Et tout de suite, pour suivre cet aperçu des œuvres de deux de nos camarades graveuses, sur Radio Soupente, l'émission Aracaille, on va passer tout de suite aux expos. Et c'est encore des histoires de femmes, vous allez voir ça. Eh ouais, il y en a pas mal. Hein. Donc Alice Amoroso, on le répète, au Studiolo et aussi dans un autre lieu, dans la même rue, au 25 rue Grande, il y a aussi un autre lieu où elle expose la jeunesse insensée, il y a d'autres gravures. Et avec Agnès quand même. Et donc au Studiolo, 16 rue Grande, avec Agnès, oui. Et d'ailleurs au Studiolo, on peut voir aussi une œuvre d'Agnès à l'entrée dans la première salle, parce qu'effectivement, Harold a acheté des gravures Agnès. Donc voilà, je répète les dates, du 19 septembre au 1er novembre 2020, de 15h à 19h, le samedi et le dimanche, et c'est un week-end sur 2. Si on reste dans la région, on peut aussi reprendre le train ou continuer par la forêt, se débrouiller, pour aller jusqu'à Bourron-Marlotte, et là voir l'exposition d'Anne-Isabelle Roubaille à la galerie librairie L'Empreinte, qui est dans la rue principale de Bourron-Marlotte. Et c'est une exposition qui s'appelle l'Éden et qui est ouverte jusqu'au 28 novembre. Isabelle Roubaille avait eu la gentillesse de nous recevoir dans sa maison et dans son atelier. On avait longuement discuté avec elle pour en faire une émission. Donc on a eu un très très bon contact, c'est pareil, quelqu'un de très bien, quoi, vraiment. Voilà. Marie-Noël Fontan. Alors Marie-Noël Fontan, nous l'avions consacré une émission quand elle a exposé avec Jacqueline Imbert, donc au musée de la Duse l'année dernière. Et là, donc, elle fait une nouvelle exposition à Paris, cette fois-ci à la galerie Papier d'Art. Et elle propose Page végétale. Alors l'affiche est très belle. Marie-Noël Fontan travaille donc les végétaux qu'elle récupère, qu'elle fait sécher et à travers lesquels elle tisse. Et là, ce sont des tomates en grappe. Donc les tomates, bien sûr, ne sont pas là, mais tout a séché. Et donc c'est assez merveilleux parce qu'on voit toutes ces tiges qui sont là un peu dans tous les sens et avec un fil qui traverse tout ça. Donc je pense que en réalité, c'est encore plus beau parce qu'il y a la troisième dimension qu'on n'a pas sur l'écran. Et c'est une exposition qui démarre vendredi 9 octobre et jusqu'au 7 novembre 2020. On aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, c'est la galerie Papier d'Art, 30 rue Pastourelle dans le 3e. Voilà, exactement. Donc on a noté aussi tout à l'heure les journées de la gravure, donc de l'estampe, à la place Saint-Sulpice. Ce sont le lundi 5 et le mardi 6 octobre de 11h à 20h. Une petite expo, là c'est l'envers du corps, c'est l'ami de Claire Marfisi qui a une maison, qui travaille le bijou et qui organise cette exposition du vendredi 9 au dimanche 18 octobre de 11h à 20h. Il travaille la céramique, c'est la galerie Gray, 9 rue du Pont Louis-Philippe à Paris. Voilà. Et puis toujours à Gournay, les femmes, c'est tout un monde. Ah oui, bien sûr, ça c'est important Musée aussi. Eugène Carrière à Gournay, du 27 septembre au 21 mars 2021. Vous avez eu le temps. Tous les dimanches de 15h à 18h. Alors je crois que si vraiment on ne peut pas se déplacer à ce moment-là, on peut téléphoner. Sylvie Le Graciet, qui est conservateur bénévole de ce musée, fera probablement la gentillesse de vous recevoir. Et voilà, c'est à voir aussi sur les bords de Marne, à l'occasion d'aller manger une pizza à côté et de se promener sur les bords de Marne en revenant, pourquoi pas, jusqu'à Nogent ou Joinville. Et tout ça, c'est quand même extraordinaire, sans qu'on viendrait avec nous. C'est sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foie, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni. Il faut voir le garni, et diffuse sur internet aracaille.fr. Et on en profite aussi pour saluer nos camarades. Attends, on n'a pas parlé des films. On n'a pas parlé des films, les culturels, Rox. On a vu un très bon film, Rox, un film anglais, un film social, un film à la Ken Loach féminine, Rox, un film de Sarah Gavron, avec de jeunes artistes fabuleuses qui ont d'ailleurs participé au scénario et qui ont cette énergie de la jeunesse qui traverse tout le film, quoi. Oui, qui fait pleurer ma camarade Piquet-Cou pendant tout le film aussi. C'est une inondation. Elles sont extraordinaires. En fait, c'est ces jeunes filles d'un collège avec une mixité sociale, et rien ne sonne faux dans ce film-là. Elles sont naturelles, elles sont assez spectaculaires malgré la tragédie que des jeunes collégiennes, la Rox justement, qui s'occupe de son petit frère parce que la maman est partie.
Et tout ça, c'est mené, et malgré tout, avec une belle énergie, de la musique, d'une manière très moderne, à travers des fois un écran de portable. Mais voilà, on passe un merveilleux moment d'émotion. Oui, ça, surtout d'émotion. Voilà. Et moi j'ai vu donc le film aussi Les Évadés, je suis toujours un petit peu en retard, donc un film de 94 sur un film de Franck Darabont qui avait fait justement La Ligne Verte, donc c'est un peu en poursuivant ma série, et c'est pareil, un très bon film avec Tim Robbins et Morgan Freeman sur deux condamnés à perpétuité et toute cette relation. Alors la première partie est très violente, trop violente pour moi, c'est la vie en prison, les viols, les frappes des matons. Bon, ça j'ai eu un peu de mal. Heureusement, comme ma copine Lolo me l'avait conseillé, je me suis accrochée. Et la deuxième partie est cette fabuleuse histoire d'amitié entre ces prisonniers. Et là, là on boit du petit lait. Et il y a un happy end, donc on est heureux. C'est bien. Oui, il vaut mieux qu'il y ait des happy end. Ça fait du bien de temps en temps. C'est insupportable. Ouais. Vous êtes donc toujours à notre écoute et on va en profiter pour saluer les amis, copains, camarades, Aminche, Claude et André de la Nation, Karine de un bled paumé, là, comment ça s'appelle? Montigny-les-Boudins, voilà. Marie-Christine Béguet à Pugeot-d'Angard, une graveuse aussi. Claude et William, nos potes de Brest, Jean-Paul Souraz, un peintre de Coudekerque-Branche du côté de Dunkerque, mais un bon, je vous le dis, un bon. Claudine, une copine, la copine Clo-Clo à ma camarade Pékeiko, qui s'intéresse beaucoup à l'art, et donc c'est intéressant aussi parfois pour nous. Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous a envoyé, il a envoyé un texte là. Voilà, merci Jean. Corinne, notre tapissière préférée, là, qui a fait une escapade à Montpellier. J'espère qu'elle va en profiter à un max. Anne-Emmanuel, qui est à Strasbourg, mais qui appartient à Strasbourg, là, chez papa et maman, ou chez sa sœur, je ne sais plus, pour se reposer un peu. Frédéric, un peintre aussi de Schnorr, de Lille, qu'on adore. Anne-Emmanuel aussi est peintre, illustratrice, écrivaine aussi. Juliette Planck, une graveuse qu'on aime beaucoup aussi et que connaît la petite Alice Amoroso, puisqu'elles ont travaillé dans le même atelier des Lilas. Clément, un graveur, le Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge, un cas, je vous assure, c'est un cas. Agnès Dubat, on vous en a parlé, qui va bientôt rejoindre la Bretagne bretonnante, à Quimper, dans le sud de la Bretagne. On espère qu'elle sera bien accueillie là-bas et qu'elle pourra continuer sa belle œuvre. Thierry Molcio, un graveur belge de Bruxelles, c'est une pointure lui aussi. Colette, la veuve du peintre plasticien Odon, une de ces veuves d'artistes qui consacrent leur vie à la promotion de l'œuvre de leur Jules, comme Jacqueline Imbert, qui elle consacre sa vie à l'œuvre de son compagnon défunt, Raymond Imbert. Voilà. Mais vraiment, j'assure qu'il faut voir les peintures de Momo, c'est quelque chose. Moi, ça me bluffe complètement, c'est vraiment des peintures magnifiques, mais comme disait je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps, avec qui on a causé, ça doit être avec Agnès, il y a tellement d'artistes magnifiques qui sont complètement méconnus et qui passent leur vie et leur mort sans que personne s'en aperçoive. Voilà, c'est le cas un petit peu de Raymond Imbert, voilà, qui était quand même premier prix de Rome à 24 ans, quand même, il faut le faire. Bon, voilà. Liliane et Laurence, deux camarades de ma camarade, qui sont toutes les deux des écrivaines et qui écrivent sous le pseudo de Claude Isner, et qui ont des bons plans films, voilà, qui sont assez extraordinaires. Ouais. Liliane était monteuse de cinéma, elle a travaillé avec des grands du cinéma. Voilà. Comme Chris Maker, je crois. Ouais, voilà, par exemple. Voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui était la compagne aussi d'un mec qui déménageait, qui avait créé Zoom, et puis un Midi magazine. Minuit, là. Le minuit. Sur les Midi Minuit. Minuit. Voilà.
Bref, et zoom aussi, qui était un truc sur la photo assez atypique. Et enfin, notre camarade, ah ben non, pas enfin, oh là là, j'en suis qu'à la moitié, Michel Pellouel, mon ex-voisin du dessus, un grand peintre aussi, Marie-Christine et Christophe, des militants, qui ont eu un petit enfant, et on félicite la maman. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance, on la sent toujours, Cécile, t'inquiète pas. La rose flamboyante, qui est toute blanche maintenant, bon, c'est la fée Carabosse, hein. José Arthur du Mélange, Anne-Isabelle Roubaille, on vous en a parlé, hein, l'artiste de Bourg-Merlotte, Florence Quenu, on vous en a parlé, c'est elle qui est la patronne de l'Empreinte, la grande librairie de Bourg-Merlotte. Colette et Alain, des mécènes, gentils comme tout, ouais, si tous les mécènes étaient comme eux, si tous les mécènes du monde vous laissent donner la main, hein, ça changerait les choses. Christophe dit Lulu, un commissaire-priseur, on se demande ce qu'il prise, ce qu'il commissionne. Dominique Paul Alardouin, une grande galériste qui a malheureusement rejoint les plaines du Grand Manitou. On espère que les chasses sont bonnes là-haut, voilà, et puis qu'elle peut toujours s'occuper de peinture. Ici, en tout cas, ça manquera aux artistes. Ça manque sûrement aux artistes. Marie-Pierre, ça c'est une mécène aussi, à l'occasion elle est tout big, voilà. Et Marie Degnaud, une galériste vagabonde, itinérante, on a beaucoup aimé la rencontrer. Elle exposait un peintre vietnamien qui s'appelle Mao. Mao Tolai, ouais. Et qui était pas mal. On a découvert quand même on fait des belles rencontres, hein, quand même. Ouais, surtout. Là, il y avait un petit resto pas très loin qui était assez sympa. Alors, où ma camarade, elle demande un steak végétarien, un burger végétarien. Alors, le mec, il lui amène son burger. Scandale, mais elle dit, mais c'est de la vraie viande. Alors elle a fait un barouf là-dedans, il y avait tout le restaurant qui était mobilisé autour de sa table. En fait, c'est vraiment un burger végétarien, un truc vegan, vous savez, là, un truc, ils imitent la bidoche, quoi. Moi je l'ai goûté, c'est vrai qu'il était assez bon. Je me suis pas fait avoir, j'ai bien compris que c'était pas de la vraie bidoche, mais en tout cas, on a laissé notre signalement dans ce restaurant. Je pense que la prochaine fois qu'on ira, il sera assez circonspect. Voilà. Bon, salut à tous. Moi, je vais partir quelques temps, donc je pense qu'il y aura au moins 2 lundis sans émission. Donc, vous aurez le temps de réécouter nos anciennes émissions. Non, elle se casse pas, elle s'en fait pas. Hein. Franchement, vous verrez beaucoup de boîtes qui toléreraient qu'une employée, parce que ce n'est qu'une employée, hein, je pense que c'est une illusion. Pas cher payé. Pas cher, pas du tout même payé, mais enfin bon, c'est quand même de parler dans une radio, même si c'est une radio que personne n'écoute, c'est quand même enrichissant. Hein. Elle se tire. Alors là, elle va aller dans le Cantal, et puis après... En Belgique. Et puis je vais peut-être passer par Bulle-et-Baronnie voir ma fille. Et elle va passer par Bulle-et-Baronnie dans la Drôme pour voir sa fille. Vous voyez le truc ? Il faut avoir de la maille en plus. Bon, salut à tous. Salut les copains. Salut les copines et soyez pas jaloux, elle le mérite hein, quand même, il faut le dire hein, comme c'est, elle le mérite. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre.
Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.